qui est la lecture de Fantomètre contre le hibou. J'en avais parlé la dernière fois quand on avait, terminé, Les petites filles modèles, que j'avais envie en fait d'enchaîner avec un Fantomètre. Les Fantomètres, les premiers ont 70 ans, celui-là c'est le tome 2 je crois. Ce que j'ai envie de faire, c'est de lire ce tome-ci et ensuite d'enchaîner avec le dernier Fantomètre qui a été écrit, qui date de 2011, puisque l'auteur en fait a écrit, des Fantomètres pendant, toute sa vie et de voir un petit peu si ça a évolué, comment ça a changé. Les Fantomètres, c'est quelque chose que je lisais quand, j'avais, entre 6 et 10 ans. J'aimais beaucoup, beaucoup ça. J'en ai lu plein, plein, plein. Hem, voilà, ça fait super longtemps, donc bien sûr, je ne me souviens plus, de l'histoire. Je sais que celui-là, je l'avais lu, parce que je me souviens du titre, mais je ne me souviens plus du tout de l'histoire. La seule chose dont je me souviens, c'est qui est Fantomètre, en fait. Donc voilà, c'est la seule chose dont je me souviens. Mais je me dis que ça peut être sympa, de lire ça. C'est encore un livre pour enfants avec des filles dedans, mais je pense que c'était à peu près, les seules lectures que j'avais, quand j'étais enfant. Donc on est parti? Chapitre premier. Ficelle Françoise Boulotte. «Comment écrit-on Archéoptérix?» demanda Ficelle. «Comme ça se prononce», répondit Françoise. Ficelle était une grande fille blonde, allongée en longueur, dont les yeux rêveurs étaient toujours perdus dans quelque vision lointaine. Au contraire, les yeux noirs de la brune Françoise pétillaient de malice. Assise à une petite table recouverte de plastique bleu, l'une en face de l'autre, elles faisaient leurs devoirs. Le local où elles se trouvaient était la chambre de la grande Ficelle, une chambre d'aspect bizarre. Les murs, qui étaient nus à l'origine, avaient été petit à petit recouverts d'une imposante collection d'assiettes décorées. Ficelle les avait achetées d'occasion. Elles étaient quelque peu ébréchées, et y avait barbouillé des oiseaux, des fleurs et des insectes à grand renfort de gouache. Elle tenait ces assiettes pour de précieuses pièces de collection, et n'eût consenti à s'en défaire à aucun prix. Entre deux assiettes, on pouvait admirer des photos découpées dans des magazines. Attirée par les couleurs plutôt que par les sujets, Ficelle faisait voisiner un portrait du général sud-américain Zapatillo avec une publicité pour une eau gazeuse qui faisait pchout. Du plafond descendaient des fils innombrables, auxquels pendaient des papillons de carton, des bonhommes en papier et des masques de carnaval. Sur chaque meuble reposaient des coquillages, marqués Souvenirs du Fécamp, de Concarneau ou d'Arcachon. Le lit était couvert de chaussettes multicolores, d'écharpes et de gants. Quant au sol, il disparaissait sous des pochettes de disques, des emballages de gâteaux secs ou des guides de poche utilitaires. Comment je choisis ma robe, comment je prépare des sandwichs ou comment je coiffe mes cheveux. Sur la table de nuit, une cage en bambou contenait 20 oiseaux rouges et jaunes, dont Ficelle ignorait l'espèce, mais qu'elle avait baptisé rossignol. Les chants de l'animal consistaient en une série de piaulements aigus qui déchiraient le tympan. À côté de l'oiseau, un objet qui ressemblait à la lampe magique d'Aladin contenait des rubans de papier d'Arménie qui brûlaient en grésillant, répandant dans la pièce des nuages bleus et parfumés. Toutes les 5 minutes, la maîtresse des lieux se levait pour les renouveler. Un petit poste à transistor, caché quelque part dans la pièce, probablement sous le lit, nasillait une musique à base de trompettes. Cet aimable fouillis ne gênait guère Françoise, qui se concentrait sur un classique problème de robinet. Si une baignoire de 500 litres est alimentée par un robinet qui débite 1500 litres d'eau en 1 heure et en même temps se vide par une bonde qui laisse échapper 800 litres à l'heure, au bout de combien de temps sera-t-elle pleine? Après lecture de l'énoncé, Ficelle avait haussé les épaules. C'est idiot de vouloir remplir une baignoire en laissant la vidange ouverte. Notre institutrice nous pose des problèmes grotesques. Elle laissa Françoise effectuer les calculs en se promettant de recopier la solution sur son cahier. Elle posa ses coudes sur la table, se prit la tête entre les mains et se mit à rêver. Elle pensa aux futures vacances, imaginant les escalades qu'elle allait faire en Savoie ou dans le Jura ou dans les Pyrénées. Elle n'était pas très fixée.
Elle se voyait déjà passant l'école, escaladant des pics, sac au dos, encordé, un alpenstock dans une main, l'autre protégeant ses yeux de la lumière intense pour pouvoir admirer les dentelures rocheuses recouvertes d'une neige éblouissante. Le jazz fit place à la voix d'un speaker qui débita un bulletin d'information. La conférence au sommet, le problème du logement, le conseil des ministres, la révolution de Porto Pancho. Soudain, Françoise leva la tête, faisant signe à son amie d'être attentive. Dans la petite ville de Framboisie, d'après notre correspondant de l'agence Presse France, l'étrange aventurière que l'on connaît sous le nom de Fantomette vient encore une fois de réaliser un exploit extraordinaire. Un incendie s'est déclaré hier soir dans un immeuble situé sur la place Picsou. En voulant jouer avec des allumettes, deux jeunes garçons mirent le feu à une bouteille d'alcool à brûler. Les parents, qui les croyaient sagement couchés, étaient allés au cinéma. La bouteille tomba et se brisa sur le sol, en laissant échapper le liquide qui communiqua rapidement le feu au meublé. En un instant, l'appartement fut la proie des flammes. Des voisins, alertés par les cris des enfants, essayèrent d'enfoncer la porte, mais ne purent y parvenir. Par malchance, c'était une porte neuve et très solide que l'on posait de poser quelques jours auparavant. La situation tournait au tragique quand on vit brusquement apparaître sur le fait d'une toit une silhouette noire, une sorte de diable masqué qui attacha une corde à une cheminée et se laissa glisser au niveau d'une fenêtre de l'appartement qu'il ouvrit en brisant d'un carreau. Ce diable se lança dans les flammes, ressortit en tenant dans ses bras un des enfants, et le déposa en sûreté sur le toit, à distance des tourbillons de fumée. Il plongea de nouveau dans l'appartement et sauva le deuxième enfant. Lorsque les pompiers parvinrent sur le toit, ils n'y trouvèrent que des enfants. Le diable noir avait disparu. Selon les témoins, il ne peut s'agir que de Fantomette, cette jeune aventurière qui s'est déjà signalée par les prodigieuses captures de bandits qu'elle a fait au cours des derniers mois. Sur cette curieuse nouvelle s'achevait le bulletin d'information. La grande ficelle fourragea dans le plat de spaghettis qui lui tenait lieu de chevelure, leva un index et déclara sentencieusement: À mon avis, Fantomette doit habiter ici, à Framboisie. As-tu remarqué qu'elle opère toujours dans la région? Crois-tu? Mais oui, les voleurs qu'elle fait arrêter cambriolent à Framboisie ou dans les villages des alentours. Pourtant, elle a récemment démasqué un gang près de Marseille. Oui, c'est vrai, mais la plupart du temps, on entend parler d'elle à Framboisie. Tiens, lorsqu'elle a aidé le professeur Potas à se débarrasser des espions de névralgie, c'était ici. Et la semaine dernière, quand elle a retrouvé les passagers de la voiture qui étaient tombés dans la rivière, c'était à 3 kilomètres d'ici, regarde. Ficelle alla pêcher dans son lavabo une carotte routière. Le diable sait ce qu'elle faisait là. Prit un compas et traça une circonférence de 5 centimètres de rayon, dont le centre était occupé par Framboisie. Tu vois, elle agit à peu près dans les limites de ce cercle. Lorsqu'elle sort pour aller dans une autre ville, c'est ex, excess- excep- exceptionnel. Voilà. Pourquoi y a-t-il des mots compliqués en français? Il faudra que je pose la question à notre institutrice. Je me demande aussi... Tu ferais mieux de te demander en combien de temps la baignoire sera remplie. Quelle baignoire? Celle du problème. Quel problème? Celui que tu es en train de faire. Ou plutôt que tu devrais être en train de faire. Ficelle redescendit soudain sur terre. Ah oui, je n'y pensais plus. L'étourdi allait reprendre le calcul du débit des robinets, quand la porte s'ouvrit d'un seul coup, et quelque chose entra. On aurait pu penser à première vue que c'était un énorme sac de pommes de terre. Mais en y regardant de plus près, on constatait qu'il s'agissait d'une fille d'âge réduit, mais de volume considérable. Ah, voilà Boulotte! Boulotte avait un visage jovial, aux joues rebondies. Elle tenait à la main une feuille de papier qu'elle brandissait avec enthousiasme. Elle annonça d'une voix essoufflée: Je vous apporte, je vous apporte. La solution des problèmes des robinets? Demanda Ficelle. Non, ce problème-là, je ne sais pas le faire. Je vous apporte une recette de cuisine que je viens de recopier de l'art du bien manger. Vous allez voir, c'est la façon de préparer le salmigodi à la voldomasque, à la moldovalac. On prend 1 litre de farine de maïs, un demi-litre de lait d'ânesse, 2 œufs de pélican. La grosse fille débita sa recette avec conviction, mais les deux autres ne l'écoutaient guère. Françoise recopiait sur son cahier de calcul la solution du problème qu'elle avait trouvé sans aucune difficulté. Et la grande ficelle
observait avec intérêt les efforts que faisait une mouche pour passer à travers les carreaux d'une fenêtre. Après avoir énoncé la recette des salmigondis, Boulotte replia soigneusement le papier et demanda: Savez-vous la nouvelle? Non, dit Françoise, mais je devine que tu vas nous l'apprendre. Oui, oui, c'est une chose qui est arrivée un peu après notre sortie de l'école, vers 4h15. Vous connaissez l'épicier Champignon? Il a une belle boutique. Bien sûr, dit Françoise. Tu t'y rends 10 fois par jour pour acheter des gâteaux secs ou du chocolat. Oui, et il gare toujours sa voiture devant le magasin. Eh bien, un camion lui est rentré dedans. Dans le magasin? Non, dans son auto. Il a à moitié déboli une aile et une portière. Je ne vois pas ce qu'il y a d'extraordinaire. Il y a tous les jours des accidents d'auto. Bien sûr, seulement c'est la 3e fois cette semaine que la voiture de l'épicier est démolie. La première fois, c'était une autre voiture qui lui avait embouti l'arrière. La deuxième fois, c'est une camionnette qui avait arraché son pare-choc avant. Et maintenant, c'est un camion. Et la voiture de l'épicier était à l'arrêt? Oui, dans les 3 cas. Je trouve cela horriblement bizarre. Est-ce dû au hasard ou quelqu'un s'amuse-t-il à faire des farces à champignons? Ce serait d'assez mauvais goût. Ficelle prit un air mystérieux et dit à voix basse: À mon avis, c'est une malédiction qui est tombée sur la tête de l'épicier. Il y a comme ça des gens qui n'ont pas de chance. Ou peut-être que son épicerie a reçu un sort. Il y a des endroits qui attirent les catastrophes, comme le papier collant attire les mouches. La comparaison est poétique, dit Françoise en souriant. Oh, je ne plaisante pas. Tenez, avez-vous remarqué que depuis quelques semaines, il s'est produit 4 incendies de fermes au sud de Framboisie, presque tous dans la même région, et les paysans ont dit qu'il y avait une malédiction dans le pays. Allons donc, d'après les enquêtes, ce sont uniquement des accidents. C'est ce qu'on prétend. Pour moi, c'est de la sorcellerie. Mais non, voyons. La première et la deuxième fois, c'étaient des incendies causés par la trop forte chaleur solaire. La troisième fois, il y a eu un court-circuit dans une installation électrique, et dans le premier cas, c'était une meule de paille enflammée par la cigarette d'un fumeur imprudent. Toutes ces causes sont parfaitement naturelles. Si les paysans croient qu'une sorcière a jeté des sorts sur leur ferme, c'est de la superstition. Tu n'es pas superstitieuse, j'espère. Ficelle se récria. Moi? Jamais de la vie. Je croyais que tu ne passais jamais sous une échelle. Parfaitement, je ne passe jamais sous une échelle. Ce n'est pas par superstition, mais uniquement pour éviter que ça ne me porte malheur. Ah bon. Les minutes qui suivirent furent consacrées à mettre noir sur blanc la solution du problème de la baignoire. Boulotte, qui avait apporté son cahier, le barbouillait de calculs fort compliqués, tout en tirant une langue colorée de rouge par des bonbons à la framboise. Quant à Ficelle, elle trouva plus simple de recopier la solution de Françoise. Les devoirs étant terminés, on passa aux leçons. Tandis que les 3 amis se livraient à cette utile autant que passionnante occupation, un événement bizarre se produisit à 100 mètres de là, dans la boutique de l'honorable monsieur Riette, charcutier à Framboisie. Fin du chapitre 1. Donc tous les gens ici ont des noms très, très évocateurs, hein. Monsieur Champignon, monsieur Riette, Boulotte. Je ne sais pas si c'est resté dans la version de 2011, mais bon, après si tout le monde est à la même enseigne, tant mieux, quoi. Après, ça fait moins acharné, quoi. Sauf Françoise, voilà. Bon, Françoise, elle a un nom normal. Chapitre 2. Curieux événement. C'était une belle boutique que celle de monsieur Riette. Grande, longue, haute, tout en verre épais et marbre rosé. Derrière une vitrine réfrigérée s'alignaient des parallélépipèdes de pâté, des pieds de porc, des blocs de saindoux qui ressemblaient à des montagnes de neige. Les murs étaient tapissés de boîtes de conserve aux étiquettes multicolores. Au plafond pendaient des jambons reliés par eux par des guirlandes de saucisses. Armé d'un couteau à large lame, bien effilé, Monsieur Riette
tranchait le pâté, découpait la mortadelle et le saucisson. C'était un gros homme, replet, au visage rond et réjoui, qui paraissait enchanté de servir une clientèle nombreuse et satisfaite, attirée par la bonne réputation de la maison. À la caisse trônait madame Riette, qui rivalisait de volume avec son mari. En ce début de soirée, les clientes se pressaient pour se faire servir boudin et côtelettes. Le patron débitait à la machine des tranches de jambon, qu'il enveloppait de papier parchemin et de sourires. Tout semblait assurer la satisfaction de la clientèle et la prospérité du commerce. Lorsqu'une dame entra dans la boutique d'un pas résolu, marcha droit vers le charcutier et se planta devant lui en criant: Que mettez-vous dans vos pâtés de foie? Que mettez-vous dans votre pâté de foie? De saisissement, Monsieur Riette fit un pas en arrière. Comment, Madame Boulon? Que dites-vous? C'était en effet Madame Boulon, la femme du garagiste de Framboisie, qui venait d'entrer de façon intempestive. Elle répéta d'un ton sec: Que mettez-vous dans le pâté de foie? Le charcutier leva les bras au ciel. Que voulez-vous que j'y mette, madame, ma bonne dame? Du foie de porc, parbleu! Ah, vraiment? Monsieur Boulon brandit sous le nez du commerçant un objet qu'elle tenait entre le pouce et l'index, et demanda ironiquement: Et ça, qu'est-ce que c'est? Du foie de porc, peut-être? Le charcutier prit l'objet et l'examina. Les clientes qui remplissaient la boutique s'approchèrent et firent le cercle autour de lui afin de mieux voir de quoi il s'agissait. Cela ressemble à du cuir. Un bout de lanière. Oh, parfaitement, c'est une sorte de lanière en cuir. C'est très exactement 8 centimètres de renne de cheval. Et savez-vous ce que cela prouve? Non, madame, je vois pas très bien. Madame Boulon agita le morceau de cuir à bout de bras, au-dessus de sa tête, et prononça ces paroles que le charcutier entendit avec épouvante. Cela prouve que votre pâté de porc est fait avec du cheval. Oh, madame, comment pouvez-vous dire cela? Parfaitement, et je précise même avec des chevaux dont vous ne prenez même pas la peine de retirer la selle ni les guides, et que vous fourrez tout entier dans votre machine à hacher. Les clientes avaient écouté de toutes leurs oreilles la stupéfiante révélation. Un «Oh!» général traduisit leur surprise. Déjà, un mouvement se dessinait en direction de la porte. Le charcutier et la charcutière se précipitèrent pour leur barrer la sortie, en bredouillant des paroles rassurantes. Voyons, mesdames, voyons, ne partez pas. C'est une horrible méprise. Vous savez bien que nos produits sont les meilleurs à 10 lieues à la ronde, et qu'il n'est jamais entré le plus petit milligramme de cheval dans notre pâté. Madame Boulon poussa des glapissements indignés. Alors dites tout de suite que je suis une menteuse? Je ne dis pas cela, madame, mais enfin, tout le monde peut se tromper. Ah, vraiment? Eh bien, je veux être changée en mortadelle si jamais je remets les pieds dans cette boutique. Elle laissa dédaigneusement tomber à terre le bout de cuir et sortit à grands pas, tandis que derrière elle, le silence se faisait pesant. Malgré les efforts du charcutier et de sa femme, la plupart des clientes s'en allèrent sans rien acheter. Les seuls qui restèrent prirent des olives et une boîte de petits pois. Les deux commerçants se regardèrent, effondrés. Madame Riette s'épongea le front. Mais qu'est-ce qui lui a pris de venir me faire un scandale? Nous n'avons jamais mis de cheval dans nos pâtés. À peine un peu de veau de temps en temps. Je le sais bien. C'est la première fois qu'on nous fait un tel affront. Cela ne se fait pas, d'aller publiquement dénigrer la marchandise d'un commerçant. Est-ce que je vais raconter partout que le garagiste Boulon met de l'eau dans son essence, ou qu'il sème des clous sur la chaussée, pour que les autos crèvent et que les propriétaires viennent faire leurs réparations chez lui? Ah, il sème des clous? Ce serait bien possible. Il paraît que cette semaine, 3 voitures ont crevé juste au moment où elles passaient devant le garage. C'est évidemment Boulon qui a fait la réparation, et il en a profité pour faire des révisions sur les voitures, changer des pièces qui n'avaient probablement pas besoin de l'être, et présenter aux automobilistes des factures astronomiques. Imagine que nous allions dire cela dans son garage, à voix haute, pendant qu'un client s'y trouve. Cela ferait plutôt mauvais effet. J'y pense bien. Enfin, espérons que Madame Boulon ne reviendra plus chez nous. Or, la mésaventure survenue au charcutier ne devait pas être un cas isolé. Une série de catastrophes allait s'abattre sur la bonne ville de Framboisie. L'une d'elles concerna le cinéma Majestic.
Ivanhoe contre Robin des Bois. Ah, donc là, c'est un bout de journal que je lis. Ivanhoe contre Robin des Bois, une super production en chromocolore et pangrascope, l'événement cinématographique du siècle, le Moyen Âge comme si vous y étiez. Avec les héros de cette grande aventure, vous recevrez 1000 coups d'épée. Leurs chevaux vous transporteront d'enthousiasme et leurs multiples combats vous paraîtront singuliers. Avec Robin des Bois, vous serez percé de flèches et décapité par les boulets des bombardes. Avec Ivanhoe, vous serez haché en morceaux et pendu. Ne vous privez pas de ces plaisirs. Ne manquez pas le spectacle merveilleux qui vous laissera un souvenir inoubliable. Fin du, fin du morceau de journal. C'est en ces termes optimistes et prometteurs que les affiches du Majestic de Framboisie annonçaient le programme de la soirée. Un public nombreux se pressait au guichet, avide de pouvoir s'étriper des fameux héros. La sonnerie de l'entrée fit presser les retardataires et bientôt, les fauteuils rouges de la salle se trouvèrent tous occupés. Le public eut droit aux actualités qui le firent assister aux habituels accidents d'avion, inondations et incendies. Puis il s'efforça de se passionner pour un documentaire sur la culture du soja dans les plaines du Balouchistan. Après quoi, un long entracte permit aux ouvreuses de débiter des bonbons dont les emballages de cellophane allaient créer un agréable fond sonore pendant la projection du grand film. On l'attendait avec impatience, ce film. On se réjouissait déjà à la perspective de combattre le chevalier noir, ou d'enlever la belle Rowena, ou de déjouer les ruses du méchant Jean sans terre. L'entracte se prolongeait. Les disques succédaient aux disques, ponctués par Esquimaux, bonbons acidulés des ouvreuses. Au bout d'un moment, un spectateur excédé se mit à taper du pied en cadence. Bientôt, un autre l'imita, et un troisième, puis toute la salle battit la semelle sur le plancher. Remplan, plan, remplan, plan. Des sifflets, puis des huées s'élevèrent. Commencez! Commencez! En quelques minutes, la salle devint houleuse. L'énervement se manifesta par un vacarme agressif. Mais ce n'était rien auprès de ce qui se passait dans la cabine de projection. L'opérateur courait de tous les côtés, affolé, défonçait des boîtes, des caisses, ouvrait des armoires, tandis que le directeur du cinéma, appelé par téléphone, s'arrachait les cheveux. Le film! Où est le film? Où sont passées les bobines? Le film avait disparu. Le directeur avait saisi le projectionniste par sa blouse et le secouait. Mais enfin, où est-il, ce film? Il est bien arrivé hier matin. Oui, monsieur le directeur, les bobines étaient dans cette caisse. Et la caisse est vide. Tonnerre! Et ces bobines, qu'en avez-vous fait? Mais je n'y ai pas touché. Sapristi, sapristi! Et les ouvreuses? Vite, il faut les appeler. Les ouvreuses furent interrogées, mais elles ne savaient rien. On alla en toute hâte chercher la femme de ménage qui balayait le cinéma. Elle déclara n'avoir rien vu d'anormal. Elle n'entrait d'ailleurs jamais dans la cabine de projection, domaine réservé à l'opérateur. Pendant ce temps, la salle hurlait de plus en plus fort, en menaçant de casser les fauteuils. Transpirant d'angoisse, le directeur dut se résigner à monter sur scène pour annoncer qu'un incident technique indépendant de sa volonté l'obligeait à suspendre la projection du film. Les billets allaient être remboursés. Alors, ce fut un beau chahut. Les hurlements, qui s'étaient un instant apaisés pour permettre d'entendre l'annonce, reprirent de plus belle. Il fallut prévenir d'urgence la gendarmerie de Framboisie, qui dépêcha le brigadier Pivoine et le gendarme Lila afin de ramener l'ordre. Finalement, les spectateurs mécontents repassèrent un par un devant le guichet et récupérèrent le prix de leur place, non sans force grognements et protestations. Des petits groupes se formèrent dans la rue, qui commentèrent l'événement en des termes peu flatteurs pour la direction de la salle. Finalement, les Framboisiens, déçus, rentrèrent chez eux, en déclarant qu'il passerait bien des lunes avant qu'on les surprenne à revenir au Majestic. En voyant son public s'éloigner, le directeur faisait d'amères réflexions. Il soupira. J'ai l'impression qu'ils se souviendront de l'inoubliable superproduction, et moi aussi. Il fut tiré de sa méditation par un léger coup de frappé de son épaule. Il se retourna. Ah! Brigadier Pivoine!
Le gendarme demanda si l'on avait encore besoin de ses services. Non, brigadier, c'est terminé. Je vous remercie d'avoir rétabli l'ordre. Parfait. Je vous demanderai de passer demain matin à la gendarmerie pour y faire une petite déposition. Une déposition? Eh oui, quand nous sommes en service spécial, comme ce soir, c'est que quelqu'un nous a appelés, indubitablement. Et le nom de ce quelqu'un doit être mentionné dans notre rapport, ainsi que les motifs pour lesquels nous nous sommes dérangés. Ah, parfaitement, c'est entendu. À demain matin. Le brigadier Pivoine salua réglementairement et se retira, escorté par le gendarme Lila. Le directeur retourna dans la cabine de projection. L'opérateur continuait de fouiner dans les coins à la recherche du film, mais sans grande conviction. Il ne faisait aucun doute que les bobines avaient été volées. Et la chose n'avait pas dû être bien difficile, car la cabine n'était fermée que par un loquet, qui pouvait être soulevé de l'extérieur au moyen d'une lame de couteau. Vous n'avez aucune idée de la personne qui nous a joué ce mauvais tour? Aucun, monsieur le directeur. Bizarre, bizarre. Le directeur tourna en rond dans sa cabine, regarda machinalement le sol, puis les projecteurs. Son regard se porta sur un petit rectangle blanc, dont les angles étaient coincés sous le support d'un des appareils. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Il prit le rectangle, l'examina. C'était une carte de visite qui ne portait aucun nom. Mais sur une des faces était tracé à l'encre de Chine un dessin d'aspect assez primitif, représentant un hibou. Le directeur haussa les épaules, mit la carte dans sa poche et sortit de la cabine. Venez, nous n'avons plus rien à faire ici. Les deux hommes quittèrent le cinéma. Soudain, la nuit fut zébrée par un éclair blanc, et de grosses gouttes de pluie se mirent à tomber. Il va y avoir une tempête, dit l'opérateur. Oui, décidément, la journée n'aura pas été brillante. Bonne nuit tout de même. Il releva le col de son veston et s'enfonça dans le noir. Au même instant, une autre scène curieuse se déroulait à quelques kilomètres de là, dans une ferme proche de Framboisie. Alfred, tu as entendu? Alfred, réveille-toi! La fermière secoua son époux, qui émit quelques grognements indistincts. Alfred, je suis sûre qu'il y a quelqu'un dans le jardin. Allons, Marie, tu rêves. Dors. Mais non, écoute. Le fermier tendit l'oreille. La nuit était déchirée par les grondements de tonnerre et le bruit de tambour que faisait la pluie en tombant sur les toits qui recouvraient la ferme. Tu rêves, Marie, c'est point quelqu'un, c'est l'orage. Non, non, j'ai entendu des voix et un bruit de pas. S'il y avait quelqu'un, le chien aurait aboyé, mamie. Bah, tu sais bien qu'il aboie seulement le jour, contre les chats ou les autres chiens. La nuit, il est fatigué et il dort. Eh bien, fais comme lui. Il se retourna et s'endormit de nouveau. Sa femme resta éveillée. Le tonnerre continuait de faire résonner ses roulements. Pendant un long moment, la fermière écouta les sifflements du vent et les claquements d'un volet mal fermé. Sur le faîte du toit, une vieille girouette à demi rongée par la rouille pivotait sous les rafales avec des grincements désagréables. J'ai dû rêver, pensa Marie. Elle remonta la couverture jusque sous son nez, ce qui eut pour effet de lui mettre les pieds à l'air, et ferma les yeux. L'instant d'après, elle dut les rouvrir. Un bruit bizarre venait du jardin. Non, de plus loin peut-être. Du verger. C'est cela, du verger. Un bruit régulier, alternatif, comme celui que produirait une scie sur du bois. La fermière secoua son mari avec énergie. Écoute, tu entends maintenant? Quelqu'un est en train de scier dans le verger. Alfred se dressa brusquement sur son lit. Tu es folle! Allons, qui s'amuserait à scier du bois à cette heure, sous l'orage? Il prêta attention et finit par se rendre à l'évidence. C'était bien le bruit d'une scie à main. Il réfléchit une seconde et décida. J'y vais. Il se leva, s'habilla sommairement, sortit de la chambre et descendit au rez-de-chaussée. Il prit une lampe de poche et décrocha son fusil de chasse, dans lequel il glissa 2 cartouches. Il ôta les chaînes qui fermaient la porte et sortit dans la tempête. Le son lui parvint, net, très fort malgré les bourrasques du vent.
y a point de doute, c'est dans le verger. Prenant soin de ne pas allumer sa lampe, il se dirigea à grands pas vers l'endroit d'où provenaient les crissements de la scie. Il traversa le jardin potager, puis ouvrit silencieusement la barrière de bois qui clôturait le verger. Le bruit cessa. Oh, est-ce qu'il m'aurait entendu? Il s'immobilisa, écouta. Il se produisit alors un craquement de bois qui se brise, suivi d'un choc sourd d'une chose pesante frappant le sol. Qu'est-ce que c'est? Que peut-il bien se passer? En braquant son fusil devant lui comme un chasseur qui poursuit le gibier, il s'élança en avant, en courant le plus vite possible. Un bruit de pas précipité lui parvint, la galopade de plusieurs hommes s'enfuyant. Il alluma sa lampe et cria « Arrêtez! Arrêtez ou je tire !» Il fit feu au jugé, par 2 fois, et s'immobilisa pour écouter. Les fuyards s'éloignaient, se fondaient dans la nuit. Le fermier balaya avec le rayon de sa lampe le sol autour de lui, cherchant les traces du travail effectué par les étranges visiteurs. Alors il vit. Allongé sur le sol, comme frappé par la foudre, gisait un prunier énorme, l'un des plus beaux du verger, qui faisait l'orgueil de son propriétaire. Les branches étaient chargées de fruits innombrables, tout prêts à être cueillis. Le tronc avait été scié net, à 1 mètre du sol. « Ah! Les brutes! Les vandales! Les criminels !» Le fermier dirigea le rayon sur ce qui restait du fût poteau inutile, ridiculement planté dans le sol. À quelques centimètres sous la coupure faite par la scie, un dessin avait été grossièrement gravé dans l'écorce. Il représentait un hibou. Fin du chapitre 2, donc le mystère s'épaissit.